Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, c'est au musée Saint-Raymond de Toulouse que nous nous lançons dans une exploration archéologique de la région. Le jeune créateur de mode Alphonse Maître-Pierre s'inspire des problématiques de son temps pour créer des pièces résolument optimistes. Expérimentation sans limite chez Balmain, où on révise ses classiques tout en retravaillant les lignes, c'est en mode. Chez Redfield et Datner, c'est sur les murs que ça se passe. Ici, pas de graffiti, mais des décors muraux poétiques. Et juste avant de rencontrer le designer Alphonse Maître-Pierre, tout de suite point de vue. En 1936, l'artiste suisse Meret Oppenheim réalise une œuvre appelée « Le déjeuner en fourrure ». Cet ensemble composé d'une tasse, d'une soucoupe ainsi que d'une petite cuillère est rendu tout à fait inutilisable par le poil de gazelle qui les recouvre. La légende raconte d'ailleurs que lors d'une rencontre entre Meret Picasso et sa compagne, le peintre espagnol aurait lancé en voyant la tenue de son homologue « On pourrait recouvrir de fourrure beaucoup de choses, aussitôt dit, aussitôt fait ». Si vous voulez vous initier à l'histoire de l'art ou bien si vous êtes désireux de revoir un peu vos bases dans la discipline, l'ouvrage Léonard, Frida et les autres sera un excellent compagnon. Ici, l'autrice Camille Junot revient de manière chronologique sur 8 siècles de peinture. Divertissant et accessible, elle nous dresse le portrait de 100 peintres qui ont marqué l'histoire. On y apprend à reconnaître les différents styles et mouvements artistiques ainsi que les symboles représentés. De quoi se mettre à la page. Icône du monde du cinéma, cette chaise, c'est l'incontournable des tournages. On peut généralement y voir inscrit sur le dossier le nom du réalisateur ou encore des acteurs principaux. Pliante et en bois, elle est idéale pour être transportée tout en gardant un accueil confortable. Si on ne sait pas vraiment qui l'a imaginée, on date son apparition autour des années 50. Sa forme, quant à elle, est bien plus ancienne avec des inspirations du mobilier égyptien ou encore gréco-romain, et Napoléon en fera aussi usage lors de ses bivouacs. Le musée de Saint-Raymond de Toulouse héberge en son sein plus de 80 000 pièces d'archéologie, une immersion dans l'histoire de la région. Le musée Saint-Raymond, au départ, est pensé pour désengorger le premier musée de Toulouse, qui était dans le cloître des Augustins, donc l'actuel musée des Augustins aujourd'hui. Et donc c'est un musée avec une collection beaucoup plus éclectique en fait qu'aujourd'hui. On a de l'Égypte, on a de la collection ethnographique, de l'archéologie bien sûr, des arts décoratifs, beaux-arts. Et de conservateur en conservateur, c'est au moment finalement des années 50 que son identité, sa vocation se stabilise et qu'il devient un musée d'archéologie. Donc aujourd'hui, nous avons des collections qui vont de l'époque gauloise jusqu'au premier Moyen-Âge, donc jusqu'à la période visigothique. Ouvert en 1892, le musée Saint-Raymond, musée archéologique de Toulouse, est classé monument historique grâce à sa façade en briques, reconstruite au XVIe siècle pour accueillir les étudiants pauvres de l'université de la ville. Réparti sur 3 étages, le musée a été agrandi en 1990, ce qui a permis la découverte de vestiges datant du 5e siècle. Et nous nous trouvons tout autour de moi au 5e siècle, en réalité, entre le 4e et le 6e siècle, puisque mes prédécesseurs, lorsqu'ils ont procédé à l'extension du bâtiment, en creusant ici ce niveau inférieur, sont tombés sur les vestiges du site funéraire de la nécropole qui s'est développé autour de la première, voire de la seconde basilique Saint-Cernin, donc la grande basilique de Toulouse, à quelques pas d'ici. Voilà, et donc si je marche sur la terre qui est là, si je touche ce sarcophage, je suis au 5e siècle, en plein milieu de l'époque des Goths, des Visigoths à Toulouse. Au premier étage, la salle est consacrée à un seul site archéologique, la villa romaine de Chiragan. Situé à une 60aine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse, cet ancien domaine agricole romain a été découvert au début du 19e siècle et a révélé une immense collection de sculptures accumulées pendant près de 5 siècles. Portraits d'empereurs, de particuliers ou encore sculptures mythologiques comme ce cycle lié aux 12 travaux d'Hercule. Il date de la fin du 3e ou du tout début du 4e siècle. Et on peut s'attarder sur ce relief. C'est Hercule qui combat le géant Gérion. Ce relief est intéressant parce que dans la littérature antique, c'est le 10e des travaux d'Hercule, c'est pas forcément le central, et pourtant il est en position centrale ici. Si on le regarde, il est plus grand que les autres, à peu près 15 cm de plus haut, plus large. Et si on regarde la tête
d'Hercule, on peut le comparer à d'autres portraits qui ont été trouvés dans la villa de Chiragan, notamment le portrait de Maximien Hercule. Maximien Hercule qui était empereur d'Occident, co-empereur de Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Au deuxième étage sont exposés divers vestiges découverts dans le Narbonnais, comme cette collection très rare de parures de cou et de biceps appelée torque, datant du IIIe siècle avant notre ère. Ils sont extrêmement complexes. Il y en a qui sont creux, il y en a qui sont faits avec des tiges pleines, et les charnières, le système de charnières est incroyable. On a, pour certains, une charnière en fait proche du cou, une charnière à l'arrière, donc 2 pièces assemblées, et ce sont des objets qui parfois cumulent 5 à 6 techniques d'orfèvrerie différentes. Donc on est sur des bijoux qui montrent à quel point les Gaulois maîtrisaient la métallurgie, l'orfèvrerie, et on est très loin de l'image du Pinal, du barbare qui vit dans des huttes rondes et incapable d'accéder à de la technologie. Lié à l'État, le musée Saint-Raymond se doit d'accueillir et conserver l'ensemble des biens issus des fouilles sur des sites toulousains et sa métropole, ce qui permet de régulièrement pouvoir exposer de nouvelles pièces, comme cette bague germanique découverte en 2020 à quelques kilomètres de là. Et cette fouille préventive a révélé un cimetière en fait de 140 sépultures, et il y avait dans ces tombes peut-être uniquement des Goths, des Visigoths ou en tout cas des Germains orientaux. Donc là on est propulsé au 5e siècle, à l'époque où ces Germains, installés par Rome, vont fonder une principauté territoriale très importante autour de Toulouse. Et donc cette bague présente 4 têtes d'aigle, or, grenat, donc des matériaux précieux. Et elle était dans la sépulture d'une jeune femme d'environ 20 ans, la seule sépulture en sarcophage trouvée sur ce site. Et avec cette bague, il y avait d'autres objets exceptionnels, mais qui avaient disparu, sans doute pillés. Les voleurs ont pris une partie des bijoux, mais par chance pour nous, ont raté cette bague en or. Un musée archéologique riche d'environ 80 000 pièces qui retrace l'histoire de Toulouse et de sa métropole, et dont la collection grandit au fur et à mesure des découvertes archéologiques des alentours. Intelligence artificielle et nature cohabitent dans l'univers du créateur Alphonse Maître-Pierre. Il nous emporte avec lui dans un tourbillon créatif. Pour les inspirations, c'est un énorme foutoir, c'est un énorme mélange. J'aime avoir ce truc un peu boulimique comme ça, de prendre plein d'images de partout, tout sauvegarder mentalement et tout oublier, ne rien avoir autour de moi. Parce que sinon je trouve que ça vient complètement fermé, ça vient figé. Alors qu'une collection, en fait, jusqu'au défilé, très souvent, ça change et en fait, c'est jamais vraiment tel qu'on l'a prévu, et je crois que c'est pour ça que c'est chouette. À 28 ans, Alphonse Maître-Pierre fait déjà parler de lui. Ses collections reprennent les codes de la haute couture, il s'en amuse, inspiré des grandes maisons par lesquelles il est passé avant d'inventer son propre univers, Jean-Paul Gaultier, Studio, Chanel, sans compter son expérience de costumier dans le cinéma. Avoir travaillé dans le costume, ça m'a donné cette ouverture d'esprit de pouvoir comme ça naviguer, raconter quelque chose, être dans la narration pure. C'est après important de réussir à trouver l'équilibre pour faire quelque chose qui soit inédit, qui raconte une histoire, mais qui puisse quand même aussi être au service de la personne qui le porte, parce que on porte un vêtement, voilà, mais on n'est pas l'accessoire du vêtement. Le jeune créateur se lance alors et crée sa marque de prêt-à-porter et maroquinerie Maître-Pierre en 2018. Il est repéré par la ville de Paris en remportant le Grand Prix de création des talents émergents et tient à concevoir une mode plus responsable et écologique. Le recyclage et la valorisation des déchets dans le choix de ses matières sont indissociables de son processus créatif. Dans nos tissus, il y a environ 50% qui sont issus du dead stock. On récupère des rouleaux de tissus de l'industrie, donc qui ne servent plus à rien, qui devraient être brûlés, jetés ou autres, parce que souvent c'est parce que ça a été produit en beaucoup trop grande quantité. Donc ce qui est bien, c'est que moi, créativement, ça me permet aussi d'avoir des petites contraintes et de m'y tenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool. Le designer aime se jouer des codes. La collection automne-hiver 2023, The Time to Listen, illustre un contraste saisissant d'un rapprochement entre technologie et nature. En fait, ici, là, il y a un petit mélange. C'est surtout les pièces de la toute dernière collection. Donc celle-ci, par exemple, c'est une des pièces les plus importantes pour moi. C'était mon
mon look d'ouverture. Et en fait, c'est une robe, donc une robe pétale, comme si on avait des pétales qui s'enroulaient autour du corps, et en fait qui a été générée par intelligence artificielle. La création d'une IA spécialement conçue pour l'occasion est sa manière à lui d'utiliser la technologie afin de l'apprivoiser et de se rassurer. Et lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle collection, les équipes du designer s'activent autour des patrons étoiles pour mieux appréhender la périlleuse question du volume. L'idée, c'est qu'on se fasse un genre de tailleur bar, mais hyper sport, hybride. Pour l'instant, c'est un genre de petit dragé, mais qui va être complètement corsé, tu vois, resserré. On fait souvent des vêtements qui sont tout en une pièce, donc il y a le moins de découpe possible. C'est hyper intéressant d'explorer des nouvelles formes et des principes de coupe très différents de ce qu'on voit habituellement. Une recherche constante pour sortir des conventions tout en réussissant à valoriser des tissus pas toujours choisis. Pour moi, c'est très important de travailler aussi des vêtements dans leur construction et autres, parce qu'en fait, parfois, on n'a pas forcément une matière qui est très belle ou très noble. Donc je trouve qu'en fait, on peut continuer à être dans l'innovation et on peut continuer à raconter des nouvelles choses, des nouveaux volumes, avoir des propositions qui soient contemporaines et différentes. Après, si on veut quelque chose de plus exubérant, rien ne nous empêche, dans la coupe, dans le dessin, dans l'idée, de pousser le curseur de la création et de faire quelque chose de plus fort. L'innovation liée à l'art de la revalorisation des matières guide sans cesse l'univers Maître Pierre qui repousse toujours plus les limites techniques et de création. Bonjour Alphonse. Bonjour Katharina. Alphonse, comment pourriez-vous décrire en quelques mots l'univers de Maître Pierre ? Alors, l'univers de Maître Pierre, moi j'aime bien dire souvent que il y a deux mots qui résument un peu l'identité, c'est old fashion et geek. Alors, old fashion parce qu'il y a cette idée très référencée avec des vieilles archives, avec la espèce d'idée un peu de couture très parisienne et tout. Et geek pour le côté plus digital, plus contemporain, plus pop, voilà, plus drôle. Donc c'est un peu le mélange des deux. Exactement. Vous venez de Montpellier, d'une famille d'artistes, et au départ, est-ce que c'est vrai que vous vouliez être né ? Exactement, oui, exactement. Et alors là, c'est pour l'autre histoire, c'était ma grand-mère, en fait, avait une maison à Granville et qui était collée à la maison Dior. Exactement. Et petit, en fait, mes parents me disaient, je jouais juste dans les jardins. Et donc, je passais mes après-midi comme ça dans les jardins Dior. Et j'avais vraiment tous ces souvenirs à sentir les fleurs, respirer les fleurs. Et un jour, ma mère m'a dit, mais tu devrais juste entrer parce que c'est un musée. Et en fait, en poussant la porte, boum, je me suis retrouvé face au tailleur bar. Et puis voilà, après c'était fini. Vous avez fait vos armes en partie, vous étiez aussi ailleurs, chez Jean-Paul Gaultier. On le sait tous qu'il a cette légèreté dans l'approche de la mode, de la couture, quelque chose qui vous inspire peut-être encore aujourd'hui ? Oui, beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu... Je pense que j'ai même beaucoup appris à ses côtés. C'est une forme d'humour aussi, évidemment aussi il a une grande humilité. Et je trouve ça... J'aime beaucoup cette idée de faire des choses un peu sérieuses, mais pas très sérieusement. J'aimerais parler de votre dernier défilé, The Time to Listen, qui parle de nature, du rapport que nous, on peut avoir à la nature, mais en même temps, il y a toujours ces contrastes que vous aimez, l'intelligence artificielle qui fait les tissus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née cette collection ? Bien sûr. The Time to Listen, c'est une collection dont j'avais envie depuis très longtemps. Et c'est un peu c'est vraiment mon bébé, celle-là, parce qu'il y a quelque chose de très personnel. J'avais envie de raconter le lien entre l'homme et la nature, qui est un lien d'amour, un lien de dévotion, un lien de domination aussi. Pour faire ça, je me suis inspiré d'un mouvement qui est le mouvement Solarpunk, et qui est un mouvement, en fait, qui est un mouvement positif. C'est un mouvement qui vise à mettre l'homme, la technologie et la nature au centre de tout, et qui dit qu'en fait, on peut devenir notre propre équilibre, et on peut inverser, en fait, cette espèce de cercle, en ce moment, qui est un cercle vicieux, mais on peut vraiment aller vers un progrès technologique qui soit bon et pour l'homme et pour la nature. On a travaillé en étroite collaboration avec un programmeur, en fait, et qui nous a généré
une intelligence artificielle et qui a pour vocation de générer des fleurs et des chants. Et je trouvais ça assez joli voilà, j'avais envie d'être dans ce rapport un peu doux et un peu subtil. Est-ce que parfois, pour prendre des références, pour avoir des inspirations, des idées, vous plongez aussi des archives de la mode? Exact. Ça peut être tout? Ah, alors ça peut être tout. Il n'y a pas de... C'est ça que j'aime bien avec la mode, c'est que... Je me souviens, c'était Albert Elbaz qui avait dit cette phrase, c'était qu'une bonne collection, c'était comme un meurtre parfait. Et qu'en fait... On assassine forcément quelqu'un. On assassine quelqu'un, mais il y a plein de petits... voilà, c'est plein de petits éléments, des indices. Plein de petits indices dissimulés. Et je trouvais ça assez génial comme façon de voir les choses, parce que c'est vrai, en fait, c'est une grande potion dans laquelle on vient un peu mettre de tout. Alors justement, pour la prochaine collection, est-ce que vous avez déjà un fil rouge, une histoire que vous avez envie de raconter? Oui, ça y est. La prochaine collection, en fait, étonnamment, elle n'est pas si loin de The Time to Listen. Il y a quelque chose... je dirais pas que c'est une continuité, mais il y a quand même... un fil rouge. Il y a quand même un fil rouge. On reparle encore de nature. Je crois qu'on met le pied un peu plus fort sur la technologie et un petit peu plus fort sur l'anti-technologie, ou en tout cas sur le passé. Il y a vraiment, pour l'instant, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a vraiment un peu cette volonté de questionner passé, présent, futur. Merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Olivier Rousteing rend hommage à l'héritage Balmain. Il fait du catwalk un terrain d'expérimentation sans jamais oublier les classiques de la maison. Lorsqu'on dirige la création d'une grande maison, la question de l'héritage est toujours épineuse. Comment actualiser les codes d'un autre temps? Faut-il rester fidèle ou assumer de s'en affranchir? Pour sa collection Balmain Hiver 2023, Olivier Rousteing choisit d'aborder l'héritage de façon on ne peut plus frontale. Ici, les références au code du passé sont littérales et assumées. Jupe corolle, taille marquée, soie et drapée sont à l'honneur et célèbrent les premières heures de la maison. Elle défile dans un salon minimaliste devant un public restreint, clin d'œil aux présentations intimistes de l'époque de Pierre Balmain. Au milieu des années 40, le créateur a défini ce qu'on appelle le New French Style, le nouveau style français. En réponse à la mode frugale et utilitaire de l'après-guerre, il propose l'embellissement et l'ornementation. Les formes du corps sont marquées, les volumes accentués, les matières s'expriment en drapé et en métrage généreux. Sa mode marque l'avènement d'un chic décomplexé, un retour à la joie de s'habiller. De cette époque, Olivier Rousteing a toujours gardé la notion de puissance. Ses silhouettes sont des armures qui portent le corps et multiplient sa force à grand renfort de broderie, de plissé et de vision maximaliste. À travers cette collection, il aborde aussi la notion de classicisme qui, dans la mode, pose toujours question. Car dans une industrie définie par le fait même d'aller de l'avant, de s'affranchir des codes et d'en inventer de nouveaux, quels sont les marqueurs et repères sur lesquels s'appuyer pour définir ce qui relève du classique ou de la désuétude? En travaillant à sa façon les bustes cintrés, les lignes de poitrine ou les embellissements de Pierre Balmain, c'est aussi la structure qu'il va chercher, la rigueur dans l'exécution et dans l'équilibre des formes. Il évoque le passé sans nostalgie pour rappeler la nécessité d'un socle de référence solidement ancré dans la mesure, dans la technique et dans le savoir-faire. Il s'agit de situer la mode actuelle dans la continuité de cette exigence et d'admettre que sans ses racines, elle n'aurait pas la même stabilité. Ce qui n'empêche pas Olivier Rousteing de continuer à y mettre du sien, toujours plus de matière, de volume en apesanteur, de matelassage et de brillance. Dans cette collection, le créateur se livre à ce qu'il sait faire de mieux, l'expérimentation sans limite. C'est peut-être là qu'il a véritablement saisi la façon dont on peut traiter l'héritage,
comme une porte d'entrée vers une mode qui s'autorise autre chose que la pertinence de l'air du temps et qui se contente de créer avec la plus grande liberté. La technique des peintres en décor Austin et Violette prend vie sur les murs. On revient sur leur savoir-faire tout en nuances. Dans la façon dont on aime travailler la peinture, souvent on va vraiment réfléchir à ces superpositions de couleurs et contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu d'avoir un effet très coloré, très saturé, très criard, en fait tout se fond, les couleurs elles disparaissent les unes dans les autres et pour nous c'est ce qui crée un vocabulaire assez riche de nuances, quoi. On a voulu, au travers d'une esthétique commune, amener une touche plus contemporaine. Mélanger leurs gestes pour créer une harmonie de couleurs qui sublimera une pièce, c'est le défi quotidien d'Austin et Violette. Ces deux jeunes peintres se sont rencontrés à 15 ans sur les bancs de l'école Boulle et très vite rapprochés par leur vision commune du travail de la couleur. Elles se sont ensuite formées en peinture décorative puis se sont associées. On a décidé de fonder notre atelier qui s'appelle Retulén Datner parce qu'on avait vraiment une volonté de proposer quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau et de réactualiser le métier de peintre en décor. Créé en 2014 dans le 10e arrondissement de Paris, l'atelier est un véritable lieu d'expérimentation. Il revisite les savoir-faire classiques et les applique chez les particuliers comme dans les lieux publics avec un seul mot-clé, s'adapter. On crée toutes nos couleurs nous-mêmes en atelier. On utilise une base de peinture en fait, qui correspond aux besoins techniques du projet. Donc l'adhérence sur le support, la durabilité. Et ensuite, on y ajoute des teintes. Donc ça peut être des peintures beaux-arts, des pigments secs. On cherche nos teintes, on cherche nos couleurs. Et une fois qu'on a une gamme qui fonctionne, on va pouvoir l'utiliser directement pour le décor. En fait, grâce aux techniques qu'on a apprises, qui sont des techniques assez traditionnelles et assez ancestrales, on a aussi acquis une certaine forme d'aisance avec ce médium qu'est la peinture, mais on voulait lui amener plus de légèreté, plus de transparence, parce que c'était une esthétique qu'on avait commune et qu'on n'avait pas vue ailleurs avant. Et on a voulu proposer quelque chose d'abstrait, mais basé sur un savoir traditionnel. La première fois qu'on a utilisé cette technique, c'était sur notre premier projet ensemble, pour un restaurant avec les architectes Fragos Le Courtier. On travaillait pour le nouveau restaurant de la chef Aline Grattard. Et on imaginait une fresque immersive dans des teintes de bleu qui représentait sa cuisine. Et donc l'idée maintenant est restée dans notre travail d'avoir un geste artistique qu'on agrandit et qu'on projette sur les murs. Un minimalisme épuré, une usure floutée. Après plus de 10 années de travail à 4 mains, Austin et Violette ont su se démarquer et créer leur propre identité. De la haute couture en peinture qui naît d'un mouvement bien spécifique qu'elles se sont appropriées. Quand on peint ce type de décor, on essaye de vraiment lier les couleurs entre elles. Et ensuite, on va venir travailler avec des peintures très liquides en jus, des passages successifs qu'on appelle des glacis. Donc c'est vraiment un voile de teintes très léger et qui a une transparence qui fait écho aux couleurs qu'elle recouvre. Le geste qu'on met en pratique souvent dans ce type de travail, c'est cette superposition, c'est cette accumulation de coups de pinceau, parce qu'au final, tout part d'un pinceau assez petit. Et ce qui est beau, c'est ce geste répétitif comme ça de superposition qui crée cette touche un peu spéciale. Dernier projet en date, l'hôtel Pourtalès, situé près de la Madeleine, pour lequel le studio L'Abeille Soumis a fait appel à la créativité des artistes pour mettre en valeur les murs de certaines chambres. Une collaboration exceptionnelle pour un travail minutieux. Chaque projet est né d'une rencontre avec un architecte ou avec un décorateur qui vient nous présenter ses palettes, nous présenter son idée. Et en fait, c'est ça qui est
qui est fascinante dans le sens où d'une rencontre va naître un tableau complètement différent à chaque fois. Et le duo ne compte pas s'arrêter là, cet art qui fait le mur exportera sa poésie jusqu'aux États-Unis. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!